maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père Saint-Jean, Priez pour nous. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais reprendre un petit peu ce qu'on a dit la dernière fois, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vu beaucoup de visages en point d'interrogation. Je me suis dit, ça serait pas mal de reprendre encore une fois, pour qu'on puisse approfondir et bienvenue. Il y a encore une place là. Donc on va reprendre ce qu'on a dit la dernière fois, je vais l'expliquer plus en détail, et puis on fait un pas de plus, on va avancer quand même. Donc vous vous rappelez, la première chose qui, pour Aristote, a fait réagir et réfléchir, chercher la vérité, c'était face à Platon, et spécialement sur la question du bien. Vous vous rappelez que pour Platon, le bien et l'unique bien qui est réel, c'est le bien en soi. C'est un absolu qu'on pourrait comparer à Dieu, pour Platon. C'est vraiment, il y a comme une trinité chez Platon. Il y a le bien en soi, le bon en soi et l'un en soi, avec un ordre. C'est l'un en soi qui est le premier, après c'est le bien en soi, et après c'est le bon en soi. Qui sont des idées, pour Platon c'est des idées, mais les idées pour Platon sont plus réelles que la réalité. Pourquoi? Parce qu'elles sont parfaites. Elles n'ont aucun défaut. Elles sont vraiment des choses qui sont dépourvues de toute la limite et de toute la perfection. Voilà. Sauf que tout le reste, qui ne sont pas ces absolus, alors ils ont aussi ces qualités, des choses bonnes, des choses belles, des choses qui sont unies. Alors, pour expliquer le rapport entre l'absolu et les autres réalités, Platon parle de participation. Alors, je vais vous expliquer. Prenons un exemple. Un exemple qui ne se trouve pas chez Platon, mais qui veut vous faire comprendre quand même. Alors, la première chose, donc, entre Aristote et Platon, qu'est-ce qu'il y a comme divergence? Eh bien, il n'y a que Platon parle de participation pour expliquer les réalités dont on expérimente, alors que Aristote parle d'analogie. Alors, on va prendre un exemple concret. Par exemple, la paternité. La paternité, pour Platon, ça serait d'abord une idée parfaite, sans limite. Et toutes les autres paternités, c'est-à-dire la paternité, je ne sais pas, du papa de famille, la paternité du prêtre, bon, du temps de Platon, ça n'existait pas, mais il y avait quand même une religion, et voilà. Alors, toutes les autres paternités, elles seraient dérivées de celle-là par participation. Paternité du père de famille, avec papa. On pourrait mettre aussi paternité religieuse, sans parler de prêtre. Voilà, au point de vue religieux. Pour Platon, alors, il y aurait une paternité, d'abord, qui est tirée de l'expérience, c'est-à-dire la famille, le père de famille, le papa, disons, et puis peut-être la paternité religieuse, voilà, mais qui aurait des significations, c'est très différent. C'est-à-dire, la participation, cette paternité du père de famille et la paternité religieuse, serait participer de la paternité absolue, de l'idée de paternité, de telle sorte que dans la signification de cette paternité et de celle-là, se retrouverait
toute la signification de la paternité absolue, mais de façon limitée et imparfaite. Vous voyez? Concrètement, si on prend l'exemple chrétien, vous voyez, la paternité de Dieu. Pour Platon, elle serait participée par le père de famille et le prêtre, mais de telle sorte que le père de famille et le prêtre auraient dans leur signification, qu'est-ce que c'est qu'un père de famille, qu'est-ce que c'est qu'un prêtre, la même chose que celle de Dieu, mais en plus petit, en diminué. C'est-à-dire tout ce qu'implique la paternité en Dieu se retrouverait dans l'homme et dans le prêtre de façon limitée et participée, limitée et imparfaite. Mais tout ce qu'elle implique comme signification. Chez Aristote, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que la paternité absolue, mettons celle de Dieu, la paternité du père de famille, la paternité, c'est autre et autre. Rien à voir. Sauf que comme c'est le même nom, il y a quand même quelque chose de commun. Donc, ce n'est pas toute la signification qui se retrouve là-dedans et là-dedans, de façon limitée. C'est un point. La paternité du père de famille, par exemple, eh bien, c'est une source de vie, il engendre, avec la femme évidemment. Hein. Et ici, c'est aussi des sources de vie, mais surnaturelles. Ici, source de vie naturelle. Vous voyez, tout le reste qui est contenu dans la signification de la paternité de Dieu, non. Ça ne se retrouve pas ici et ici. Pas du tout. Mais un point, Dieu Père est source du Verbe, source de l'Esprit Saint, donc il engendre le Verbe, il est source de l'Esprit Saint, il est source d'autres personnes. Il y a une fécondité, voilà, une fécondité en Dieu. Fécondité. Il y a une fécondité en Dieu qui se retrouve là, qui se retrouve là. Mais c'est le seul point. Tout le reste, c'est autre. Vous comprenez? Alors, par exemple, quand on dit que le supérieur d'une communauté religieuse tient la place dans sa paternité du Christ, qui est Père aussi. Le Christ est Père parce qu'il nous communique la grâce. Si je prends le schéma de Platon, c'est faux. Je ne peux pas prétendre être comme le Christ, même en plus petit, même en limité et imparfait. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas communiquer la grâce, non. Je donne les sacrements qui, eux, donnent la grâce, mais c'est le Christ qui donne la grâce à travers les sacrements. Moi, je ne suis pas directement source de grâce, non. Donc, je ne retrouve pas dans ma paternité à moi tout ce qui est contenu dans celle du Christ. C'est pas possible. Chez Aristote, c'est possible, parce que c'est autre et autre, mais il y a quelque chose de commun. On est source de vie. D'un côté surnaturel, de l'autre côté naturel. Vous voyez, c'est autre et autre. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Hein. Vous voyez, dans un sens, on est dans ce qu'on appelle l'univocité. L'univocité, ça veut dire quoi? Un, unique, voce. La même voix, c'est la même signification. La même signification se retrouve dans la paternité absolue et dans les paternités relatives. Mais la seule différence, la différence entre celle-là et celle-là et celle-là, c'est une question de limite et d'imperfection. C'est tout. Mais la signification est la même. En plus petit, en plus limité, en plus imparfait. Tandis qu'ici, on insiste sur la diversité. C'est pas pareil du tout. Mais il y a eu un point de signification qui se retrouve. C'est qu'on est fécond. Le père de famille l'engendre, et la paternité religieuse est source aussi. Mais complètement instrumentalement, hein, pas du tout comme un père de famille ou comme Dieu. Très différemment. C'est ça le autre et autre. Hein, vous voyez, il faut bien retenir que l'analogie, c'est vraiment autre et autre. Tandis que l'univocité, la participation de Platon, par exemple, là, c'est univoque. Même signification. Vous voyez? Alors, quand on parle du bien, c'est vous rappeler que ici, la divergence entre Platon et Aristote, ça portait sur le bien. Quand on parle du bien en philosophie, et spécialement ici, de quoi s'agit-il? Il s'agit non pas d'un état « je vais bien »,
C'est pas de ça dont on parle. Ni d'un jugement moral. Ah, ça c'est bien ce qu'il a fait ou ça c'est... Non, on parle de la réalité. Une table, une personne, un animal, un arbre. Voilà, ce sont des biens différents. Vous voyez, on parle de ça en philosophie. Hein. Que ce soit Aristote ou Platon, hein, même chose. Hein. Après, on parlera du jugement moral, après on parlera d'un état. Mais la première chose, c'est la réalité, qu'on appelle un bien. Alors, si vous êtes dans cette perspective-là, c'est plus proche de l'expérience que nous avons du bien que celle-là. Et je vous ai donné un exemple pour bien vous le faire comprendre. Vous voyez ? Si on regarde l'aspect de l'analogie, ben, les biens, oui, entre une table et une personne humaine, qui sont deux réalités bonnes, c'est autre et autre. Il n'y a rien de commun. Une table, ce n'est pas une personne humaine, c'est autre et autre. Pourtant, ils se retrouvent tous les deux sur un point commun, qui est que le bien finalise une activité. C'est le terme d'une activité. La table, c'est le terme de l'activité de l'artiste qui l'a fait, hein, ou de l'artisan qui l'a fait. Et la personne humaine, c'est le terme de la génération. Fruit de l'amour des époux, etc. Ça se termine une personne humaine. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose de commun à tous les biens. Quelque chose de commun à tous les biens, mais ils sont divers. Alors, quand vous prenez l'analogie, on comprend beaucoup mieux. Quand vous prenez l'aspect de la participation, on ne comprend plus rien. Vous voyez, parce que c'est pas proche de notre expérience. Je vais donner l'exemple de la justice, alors là, qui est dans la République de Platon. Hein. La justice, qui est le bien de la cité. Pourquoi ? Parce que pour la cité, son bien, c'est que tout soit ordonné. Il y a des lois, il y a des règles, chacun à sa place, voilà. C'est ça la justice, hein, que chacun soit à sa place. Eh bien, la justice au niveau des relations personnelles, c'est la même chose. Pas de différence. Pas de différence. Une maman doit aimer également tous ses enfants, sans faire exception de personne. Ça, c'est très bien de ne pas faire exception de personne, mais univoquement, c'est-à-dire le même amour. Alors que ce n'est pas notre expérience. Une maman, elle dit qu'elle aime chacun diversement, parce que chaque bien est divers. Vous comprenez ? Donc la notion univoque du bien, ça ne cadre pas avec notre expérience. Hein ? Et pourtant, Platon a fait tout un système philosophique basé là-dessus. Voilà. Hein ? Alors la notion de bien commun, le bien, par exemple, de la communauté, de la cité, qui est la justice, ça doit être le même bien pour la personne humaine. C'est-à-dire, eh bien, le bien commun, c'est le bien de la personne humaine. Voilà. Le bien de la personne humaine, c'est pas le bien commun. Mon bien, c'est la personne que j'aime. Et ça, c'est pas un bien commun. C'est autre chose. Vous voyez ? On ne met pas dans le bien commun les maris et les femmes de tout le monde, et puis voilà, non. On ne fait pas ça. L'amour est personnel. Oui, donc ce schéma où le bien a la même signification à tous les niveaux, sauf que c'est plus limité, évidemment. Le bien commun, s'il y a tous les biens qu'on met en commun, évidemment, c'est plus ample et c'est plus parfait, parce que c'est au tous les biens, qu'un bien personnel. Mais ce n'est pas la même chose. Ici, c'est autre et autre. Autre le bien commun, autre le bien personnel. Vous comprenez ? Hein ? Donc, la première chose qu'Aristote note contre Platon, c'est la question du bien, c'est-à-dire la question de l'approche, la connaissance que nous avons du bien dans notre expérience. Elle réclame une connaissance analogique, c'est-à-dire la diversité des biens. Chez Platon, c'est du plus et du moins, plus ou moins parfait, mais la signification est la même, sauf que c'est plus ou moins parfait. Tandis qu'Aristote, c'est complètement différent, mais il y a un point commun. Vous comprenez ? Hein ? La diversité des réalités, ici, c'est un peu quantitatif. C'est du plus et du moins. Ici, c'est qualitatif. Mais voilà. Le point commun, il est où alors en fait ? Alors ici, par exemple, c'est des sources de vie. Vous retrouvez ça chez Dieu, les sources du Verbe, source de la création, source de la grâce. Ici, les sources d'une autre personne humaine. Et ici, les sources
de la grâce à travers les sacrements. Hein? Le point commun, c'est ça, c'est l'exousia. Dans le bien, quel est le point commun? Le point commun, c'est que le bien est capable de motiver nos activités, toutes nos activités. Pas tous les biens, mais certains. Alors on va voir, ça c'est encore une autre distinction qu'on va voir après. Hein. Pourquoi il y a certains biens qui sont capables de me motiver dans tout ce que je fais, et puis d'autres non. Toute réalité est bonne, parce qu'elle existe. Hein. Vous voyez, même un schnappant, même un brigand, ben, il a quelque chose de bon, c'est une personne humaine. Vous voyez, alors après, il y a beaucoup de négatifs dedans. Hein. Ce n'est pas un bien absolu, c'est un bien vraiment limité. Là, on retrouverait quelque chose de Platon. Hein. Mais Aristote serait d'accord aussi. Hein. Vous voyez, la seule chose qu'il faut retenir, je crois, c'est que dans le schéma de l'analogie qui est plus proche de l'expérience, donc plus proche de la vérité dans la connaissance qu'on a de l'expérience, hein, la connaissance de l'expérience, de la réalité, si ma connaissance est adéquate au réel, je suis dans la vérité. Si ma connaissance n'est pas adéquate au réel, je ne suis plus dans la vérité. Si j'ai cette table est bleue, ma connaissance de la table n'est pas adéquate au réel, elle n'est pas bleue. Donc je ne suis pas dans la vérité. Pour que ma connaissance soit vraie, il faut qu'elle colle au réel, qu'elle soit telle que le réel est. D'accord? Alors l'analogie permet de s'approcher beaucoup plus de la vérité que l'aspect de l'univocité. Hein? Alors maintenant, je crois qu'on est, si vous avez bien compris ça, je crois qu'on est capable maintenant d'avancer sur ce qu'on a dit la dernière fois. Après la découverte de l'analogie du bien, que va faire Platon? Platon, non, que faire Aristote? Aristote, parce que c'est lui qui nous intéresse. Hein. Que va faire Aristote? Aristote, après avoir découvert donc l'analogie du bien, se pose la question. Vous vous rappelez que le but, c'est de chercher à connaître la personne humaine. La personne humaine, on la connaît à travers ses activités pratiques, objectives. C'est une première approche. Hein. Vous vous rappelez que pour Aristote, on part de l'expérience. Pour connaître la personne humaine, l'expérience qu'on a de l'extérieur, c'est ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Tout ce qui se passe en elle, on ne sait pas, sauf s'il le dit, on ne sait pas. Donc, on approche la personne humaine de l'extérieur à travers ses activités. Donc, Aristote se pose la question, qu'est-ce qui permet d'analyser les activités de l'homme? Pour faire une philosophie, une recherche de vérité qui soit scientifique, il faut un principe. Si vous n'avez pas de principe, le principe c'est ce qui est premier, hein, et qui éclaire tout le reste. C'est-à-dire qui permet d'ordonner. Donc pour faire une analyse, il faut découvrir un principe. Quel est le principe de l'activité humaine? C'est le bien. Aristote fait d'abord une enquête dont, chez les personnes humaines, on se pose la question, quel est le bien qu'il recherche? Quel est le bien recherché par les hommes? Donc, vous vous rappelez, on avait vu, il y avait 3 catégories. Hein. Il y avait, donc je les mets là, hein, c'est l'enquête. La première chose qu'on fait, quand on fait une analyse, on part de l'expérience. Et l'expérience veut dire qu'on connaît la personne à travers ses activités. On ne peut pas faire autrement. Et on fait une enquête avant l'analyse. Une enquête pour savoir qu'est-ce qui motive les activités des personnes. Quel est le bien recherché? Bien recherché. Quel est le bien recherché par l'homme?
Et il découvre, eh bien, le bien recherché par l'homme, ça s'appelle le bonheur. Tout le monde est d'accord. C'est le bonheur qui est recherché par tout le monde. Il n'y a pas d'exception, on ne peut pas dire autre chose. Voilà le bien vers lequel tout le monde tend. Mais lorsqu'il s'agit de découvrir la nature de ce bien, alors là, tout le monde diverge. Et repère dans cette enquête 3 choses. Il dit, il y en a qui recherchent le plaisir, il y en a qui recherchent la gloire, et il y en a qui recherchent la contemplation. Voilà, alors, il dit, selon le bien qu'on recherche, en gros, ces 3 catégories, il y en a beaucoup plus, mais qu'on peut faire entrer dans les 3, plus ou moins. Alors, il dit, selon le bien qu'on recherche, ça engendre des activités diverses. On se comporte différemment selon le bien qu'on recherche. Ici, ça va développer les passions. Parce que le plaisir le plus fort, c'est le désir, c'est le bien, le plaisir passionnel et instinctif. Ici, ça va développer, au contraire, la vertu. La vertu, la gloire, c'est-à-dire la renommée, la réputation. Alors, on a beaucoup ça en politique, par exemple. En politique, on va rechercher un peu la gloire, on va rechercher d'être connu pour qu'on va avoir les votes, etc., etc. Normalement, ça doit développer la vertu, parce qu'il faut être excellent. Pour être désirable et gouverner, il faut être excellent. Ça développe la vertu est l'excellence. Et puis la contemplation, alors ça développe autre chose, c'est-à-dire les sommets de l'âme humaine. Et je parle de contemplation ici au plan naturel, on ne parle pas de la contemplation chrétienne, on est en philosophie. Contempler Dieu, c'est chercher à le connaître et à l'aimer. D'abord, il faut le découvrir, sans la foi, sans les Écritures, et c'est possible. Et une fois qu'on a découvert qu'il existe, on cherche à le connaître et à l'aimer. C'est ça la contemplation. Donc ça se passe dans les sommets de l'âme. Ça ne se passe pas évidemment dans le corps. Voilà. Ici, vous voyez qu'on est au niveau du corps. Les passions, c'est le corps. Ici, on est déjà un peu plus au plan spirituel. Pour acquérir les vertus, il faut que l'esprit mesure les activités passionnelles pour qu'elles soient bien justes, bien ordonnées. Vous voyez, et bien ordonnées pour atteindre la fin. Si, encore une fois, je passe mon temps à manger, je vais dormir toute la journée, parce qu'il faut digérer. Et je ne peux plus faire ce que je voulais faire. C'est à la fin que je m'étais mais je ne peux plus. Donc il faut que je mesure pour les passions, pour que je puisse atteindre ma fin. Et ici, ça développe l'âme et les facultés les plus spirituelles de l'âme. Voilà. Une fois qu'il a fait cette enquête, Aristote se pose la question, mais au fond, est-ce qu'on peut découvrir quelle est la nature de ce bien? Quelle est sa nature? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Par exemple, l'enquête qui montre, pour les uns c'est plaisir, donc la nature du bien, c'est la jouissance. Ici, c'est d'être élu, par exemple, en politique, et ici, c'est de contempler. Est-ce qu'on peut découvrir qu'il y a un bonheur avec une nature unique pour tous, ou est-ce qu'il y a plusieurs bonheurs? Voilà la question que se pose Aristote, et c'est tout le développement de la philosophie éthique et la philosophie morale. Alors, le premier point, Aristote fait un raisonnement d'abord en 3 étapes, et après, il va faire un autre raisonnement pour s'approcher le plus possible de la nature de ce bonheur. Et dire qu'est-ce que c'est, en quoi il consiste. Alors, la première chose, c'est découvrir le principe qui permet de faire une analyse. Alors ici, on voit tout de suite, le principe sera lié au bonheur, parce que tout le monde recherche le bonheur, et donc toutes les activités des hommes vont tendre vers ce bonheur. Même s'il est différent pour chacun, ça va être un principe, il n'y a pas de doute.
Hein? Un bonheur, c'est un bien en vue d'un autre bien? Non. C'est un bien absolu. On recherche le bonheur et quand on est heureux, on ne cherche pas d'autre bien. On le cherche le même bien qu'est le bonheur, le principe. Alors, comment fait-on ce passage? Donc, je vous avais lu la dernière fois, mais je le relis maintenant parce qu'on va un peu le détailler ici. Hein. Je vous relis d'abord le texte et puis après on revient. Hein. Revenons encore une fois sur le bien qui fait l'objet de nos recherches et demandons-nous ce qu'enfin il peut être. Quelle est la nature de ce bien qu'on recherche, c'est-à-dire le bonheur. Hein? Le bien, en effet, nous apparaît comme une chose dans telle action ou tel art, et comme une autre chose dans telle autre action ou tel autre art. Il est autre en médecine qu'il n'est en stratégie, et ainsi de suite pour le reste des arts. Quel est donc le bien dans chacun de ces cas? N'est-ce pas la fin en vue de quoi tout le reste est effectué? C'est en médecine la santé, le bien de la médecine qui est visé par la médecine, c'est la santé. En stratégie, la victoire, on recherche la victoire. Dans l'art de bâtir une maison, dans un autre art, c'est autre chose. Vous voyez, les biens différents qui sont recherchés dans les différents... C'est autre et autre. Autre chose la santé, autre chose la victoire, autre chose une maison. Le point commun, elle finalise toutes les activités, c'est-à-dire c'est le but. C'est le but de toutes les activités. On est en plein dans l'analogie ici, hein. Vous voyez, hein. Pourtant, il y a un point commun. Une maison dans un autre art, c'est autre chose, mais dans toute action, dans tout choix, le bien, c'est la fin. Le bien, c'est la fin. Car c'est en vue de cette fin qu'on accomplit tout le reste. Par conséquent, s'il y a quelque chose qui soit fin de tous nos actes, c'est cette chose-là qui sera le bien réalisable. Et s'il y a plusieurs choses, ce sont ces choses-là. Donc, premier moment, on va reprendre ça. Premier moment du raisonnement pour découvrir quelle est la nature du bonheur. Alors, je mets en rouge la question, hein. Nature du bonheur. Ou du ou des bonheurs. Hein. On laisse la porte ouverte à différents bonheurs. Alors, première étape. Premièrement, passage du bien à la fin. Alors, Aristote se sert d'une analogie pour découvrir, pour faire ce passage du bien à la fin. Quelle est l'analogie? L'analogie de l'art. De l'art ou de l'artisanat, du travail, etc. Hein? Que vise l'activité artistique ou le travail? Il vise un bien. Et il donne des exemples. Hein, pour la médecine, c'est la santé. Pour la construction, c'est une maison. Pour l'architecte. Pour la bataille, c'est la victoire, etc. Le bien qui est atteint, il est divers. Même à l'intérieur de l'activité artistique, il y a des biens très divers. Si on prend ce qui nous intéresse ici, la recherche du bonheur, qu'est-ce qu'on vise? Un bien. Le bonheur est le bien visé. Voilà l'analogie, mais il est autre. Autre que dans l'activité artistique. Il y a une analogie là, entre les deux. Quel est le point commun? C'est ça le but. Oui, c'est de se servir d'une chose qu'on connaît bien, et par analogie, on déduit dans l'autre chose qu'on recherche. Puisqu'il y a un point commun, on va être orienté pour découvrir ce qu'on recherche. Alors ici, quelle est la diversité? Il faut toujours regarder d'abord la diversité. La diversité, c'est que ce bien, ici, il est produit par l'homme.
C'est-à-dire que, au point de départ, il n'existe pas. Il n'existe pas au commencement de l'activité. Il existe où? Il existe dans la tête. Je fais une table, donc j'ai le modèle, et puis, voilà, je fais. Ici, ce bien, il n'est pas produit par l'homme, il existe. Il préexiste. Mais il faut l'acquérir. Par exemple, une personne humaine, elle existe. C'est un bien. Mais pour entrer dans le bonheur, il faut que je fasse une démarche. Il préexiste ce bien, mais pour qu'il devienne mon bonheur, ben, il y a tout un processus d'activité. Comme ici, pour ce bien que je produis, il y a un processus d'activité, c'est le terme. Alors voilà le point commun. Le point commun entre les deux, c'est que le bien finalise l'activité, mais de façon autre et autre. Passage du bien à la fin. Le bien, si je veux savoir quel rôle il a dans mon activité pratique, eh bien, il me motive. Dans l'art, très différemment. Je suis attiré par le bien que je pense, que je veux produire. Je suis attiré, donc je mets en œuvre mon activité pour aboutir à ce bien qui va exister. De l'autre côté, c'est un bien que je ne produis pas, mais qui existe déjà. Et pour le rejoindre, ce bien, il m'attire, il me motive. Et je veux produire des actes différents. Par exemple, ici, ce bien qui m'attire, si je veux trouver le bonheur, il faut qu'il devienne ma fin. Passage du bien à la fin. Pour qu'il devienne ma fin, qu'est-ce qu'il faut? Une intention. Je veux que ce bien soit ma fin. Je ne dirai pas de tous les biens. Tous les biens ne sont pas fins. Oui, dans l'activité artistique, je ne vais pas produire toutes les œuvres d'art, je ne vais pas produire toutes les maisons, non, certains, pas tous. Tout bien n'est pas fin. Mais toute fin est un bien. Vous voyez, c'est pas réciproque. Alors, le bien devient une fin pour mon activité, autrement il reste un bien. Vous voyez, cette table, eh bien, elle finalise l'usage que j'en fais pour écrire, par exemple. Donc, c'est mon but d'avoir une table pour écrire. Voilà. Vous comprenez? Passage du bien à la fin. C'est-à-dire que tous les biens qui existent ne me finalisent pas, ne me motivent pas, seulement certains. Seulement certains. Et de façon très diverse, dans l'art et dans l'activité éthique. Très diverse. Parce que là, il n'existe pas, et il y a tout un processus. Il faut d'abord que cette idée du bien me vienne. Là, on parle d'idée du bien, parce que c'est dans la tête. Une réalité que je veux produire, parce qu'elle me sera utile, parce qu'elle se rappelle, parce que, etc. Vous voyez, il y a différents biens selon l'art. La santé en médecine, ça ne va pas développer une activité la même que chez l'architecte. Il y a déjà une analogie à l'intérieur de l'activité artistique. Vous comprenez? Les biens de l'activité du produire engendrent des activités diverses, mais qui sont tous du même type. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que je pense, et puis que je mette en œuvre. Elles sont tous du même type, même s'il y a déjà une analogie. C'est un bien que je pense et que j'élabore, je vois si c'est faisable ou pas, il faut que je choisisse une matière, il faut que je choisisse des instruments, il faut que je choisisse, etc. C'est un processus long. Et dans tous les biens de l'art ou du travail, c'est le même processus. Je le pense, je choisis les instruments, je choisis la matière et j'exécute, je fais l'œuvre. Par contre,
Ces activités, si le processus est le même, elles sont diverses. En médecine, chez l'architecte et chez le général de guerre. Hein? Les activités sont diverses. Mais elles ont toutes la même méthode, si on peut dire. Les mêmes étapes. D'abord penser, regarder la faisabilité, exécuter. Ici, c'est pareil. Les biens sont divers. Hein? Quand on se marie, on choisit un bien qui n'est pas celui des autres. C'est autre et autre, les biens. Comme ici, le bien que je produis, il est autre et autre. Là, le bien qui m'attire, il est autre et autre. Mais il y a quelque chose de commun dans toutes les activités. Il faut que ce bien qui m'attire, il devienne la fin de ma vie. Je m'oriente vers cette personne qui m'attire pour me marier, par exemple. Hein? Et après, une fois que j'ai décidé que cette personne serait la fin de mon activité, alors je mets en œuvre tout ce que je peux pour y aboutir. Il faut que je la rencontre, il faut que je rencontre cette personne, que je lui parle, etc., qu'on fasse un petit peu d'amitié, et après, qu'on se dise qu'on s'aime, pour créer un nœud. Et après, on a un projet de vie. On va partager notre vie ensemble, parce qu'on s'aime, on veut mettre tout en commun. Vous voyez, c'est très différent d'ici. Pardon. Oui. On va mettre de ce côté le médecin qui Oui. fait en même temps de la recherche. Le médecin qui fait de la recherche. Il n'est pas dans les deux, là, parce qu'il peut trouver un vaccin, entre guillemets. Et puis après, penser après qu'il peut y avoir encore un truc. Et enfin, il ne rejoindrait pas l'autre couple. Alors là, vous êtes, non, pas du tout, parce que là, on est toujours dans le processus de penser d'abord hein, à un bien qui n'existe pas, mais que je veux, que je recherche. Vous voyez? Ici, le bien, il existe déjà. Vous voyez? Il existe déjà, mais je veux qu'il devienne mon bien personnel. Hein? Voilà. C'est un petit peu différent. Ici, le bien, il est possible. Ici, le bien, il est réel. C'est pas du possible. Il existe déjà. Hein? Ça engendre des activités très diverses. Vous comprenez? Ça va, c'est clair, ça? Passage du bien à la fin. Alors, les conséquences, elles sont très importantes. Très importantes. Quand on a bien vu que le bien peut devenir fin, pas systématiquement, mais peut devenir bien, ça dépend de quoi? Ça dépend de la personne. Hein? Ce bien, pour moi, il est une fin, pour un autre, non? Hein? Là, je suis ici, hein? Je ne parle plus de ça. Hein? Ça, c'est pour découvrir le passage du bien à la fin. Ces deux analogies. Ici, on connaît bien le travail, hein? Ça nous est plus proche. Ici, c'est plus obscur, parce qu'il y a l'affectivité qui est plus engagée, et l'affectivité, c'est moins clair. Ici, on n'est pas dans l'affectivité, hein? On est vraiment dans la construction, l'élaboration, c'est tout dans la tête. Hein? Donc, c'est plus facile pour nous de connaître ça. Et on se sert de ça, qui est plus facile à connaître, pour découvrir de l'autre côté où c'est moins facile à connaître. C'est ça l'intérêt de l'analogie. Hein? Oui? J'ai du mal à faire avec le préexistant, là. Oui? Parce que, pourquoi il préexiste? Ben, une personne que vous aimez, elle existe avant que vous l'aimiez. Elle préexiste à l'activité qu'elle va engendrer en vous. Ah oui. Hein? En ce sens-là. Elle préexiste, vous voyez? C'est La un femme- bien La qui femme, elle existe. pourrait préexister aussi, parce qu'on peut dire, tiens, ce modèle de femme. Oui, mais c'est pas vous qui l'avez faite. Ah oui, Alors, pour l'artisan qui veut imiter une table, ça. eh bien, il faut d'abord qu'il pense quelle imitation il va faire de la table. Est-ce que c'est du copier-coller, avec la même matière? Est-ce qu'il va prendre les mêmes instruments qui a été... Vous voyez, il faut qu'il élabore quand même, avant de la produire. Et même s'il veut copier, il y a quand même des choix qu'il faut qu'il fasse, qui ne sont pas forcément les mêmes de celui qui a fait la... Vous voyez? Et en général, un artisan, il n'aime pas copier. Hein? Ouais. Il veut un peu d'inspiration. Il veut faire une chose propre. Oui, il y avait une autre question. Par rapport, donc, pour aller de ce côté, on se sert de ce côté. Oui, on se sert de ça parce qu'on le connaît mieux. D'accord. Vous voyez, l'activité artistique, c'est plus lumineux du côté de la connaissance. Vous voyez, la connaissance pour nous est plus claire, plus lumineuse, on connaît mieux. On peut plus facilement analyser.
Tandis que l'amour, c'est difficile à analyser, c'est moins clair, il y a moins de lumière. Ça peut être très lumineux, hein, mais a priori, c'est plus difficile à connaître l'amour. Parce que l'amour, ça se vit, ça ne s'analyse pas. Vous voyez. Tandis que la connaissance, ça s'analyse bien. Alors ça, comme c'est entièrement du côté de la connaissance, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'affectivité, il y en a un peu, mais ce n'est pas ce qui domine l'affectivité. J'aime le bien que je veux produire, évidemment, mais ce n'est pas ce qui domine. Tout le processus d'élaboration, hein, ça va être une purification. Je suis inspiré, déjà ça, l'inspiration, c'est une connaissance. Ensuite, il faut que je purifie cette connaissance pour que ça soit complètement original. Après, il faut que je regarde si c'est faisable. Et quand c'est faisable, j'élabore un projet où je garde l'inspiration, mais ça ne sera pas une inspiration que j'ai déjà purifiée, mais ça ne peut pas être que l'inspiration. Il faut que je fasse avec la matière que j'ai. Vous voyez? Tandis que l'inspiration, elle est pure de toute matière. Hein. Voilà. Et après, je produis. Vous voyez, il y a des étapes très différentes. Hein. Ici, l'amour domine. Je suis attiré par le bien. Et ce n'est pas lumineux, c'est difficile à analyser. Alors je me sers de ça, qui est plus connu pour moi, pour éclairer ce qui est moins connu. Mais, alors excusez-moi, mais ce qui est préexistant n'est pas forcément humain. Je peux être attiré, par exemple, par une maison qui existe avant même que je cherche à acheter une maison, par exemple. Hein. Donc je vais visiter des maisons. Et puis il y en a une qui m'attire. Et donc je vais l'acheter. Alors c'est vrai que ce bien, il existe. Mais ce n'est pas une activité artistique. C'est de l'autre côté. Alors non, ça ne sera même pas de l'autre côté. Ça, c'est plus politique. C'est le bien commun. C'est encore une autre chose. On peut faire une autre analogie avec le bien commun, vous voyez. C'est un bien, mais on retrouvera le point commun, même en politique, qui est comme une synthèse de l'éthique, c'est-à-dire ce côté et ce côté. Vous voyez, en politique, je cherche un bien qui est commun à tout le monde. Vous voyez, cette maison que je vais acheter, il a d'abord été le bien d'un autre et puis il devient le mien. Vous voyez. Et donc, tout le travail qui a été fait pour construire cette maison, j'en profite. C'est un bien commun parce que ça passe d'une maison et puis après, ça passera à d'autres. Ça sera mes héritiers. Vous voyez. Donc, c'est un petit bien commun. Ce n'est pas un bien commun de tout le monde. Mais c'est un patrimoine, ce qu'on appelle un patrimoine. Vous voyez. Alors, le bien en politique, il fait la synthèse des deux. Parce qu'il y a une partie plus affective, déjà plus marquée, comme je dis, je suis attiré par ce bien qui préexiste. Donc il y a quelque chose ici. Mais il n'y a pas que ça. Parce que je vais la décorer, je vais la meubler, je vais la rendre plus personnelle. Vous voyez. Donc je vais arranger cette maison pour qu'elle devienne la mienne. Donc je conçois comment je vais la faire, comment je vais l'arranger, comment je vais la décorer. Vous voyez. Alors ça, c'est une synthèse qu'on verra après, hein, parce que là, on a vu déjà un peu l'activité artistique chez Aristote, il n'y a pas grand-chose, et puis là, on est en train de plonger dans l'éthique d'Aristote, et puis après, on regardera la politique, hein, c'est-à-dire la synthèse des deux. Hein. Alors, première chose, donc, la première conséquence de ce passage du bien à la fin, c'est qu'on a un principe qui commande l'activité humaine, donc on peut faire une analyse. Parce que si j'ai le principe, après, je peux découvrir quels sont les différents moments de mon activité pour rejoindre ce principe. Vous voyez, ici, le principe, c'est le bien qui m'attire et qui suscite l'activité humaine. Si je veux que ce bien devienne ma fin, il y a une intention. Le passage du bien à la fin implique une intention. C'est-à-dire, je veux rejoindre, je veux que ce bien oriente ma vie. Ça, c'est un acte, hein, un acte personnel, l'intention, hein, qui touche la fin. Ça, c'est la première remarque. Vous voyez, pour faire une analyse philosophique, il faut un principe. S'il n'y a pas de principe, il n'y a pas d'ordre, parce qu'il n'y a pas de premier. Pour qu'il y ait un ordre, il faut un premier. Et le principe, c'est le premier. C'est-à-dire, c'est un bien, en quelque sorte, au-delà duquel je ne recherche pas d'autre bien. Vous voyez. Pareil ici. Quand j'ai la victoire, ben c'est fini. La guerre est terminée. Quand j'ai construit la maison, c'est fini, je passe à autre chose. Vous voyez. C'est un bien qui est terme de mon activité.
C'est ça qu'on appelle la fin. C'est la fin. C'est la fin de l'activité humaine. Alors, première chose, je peux faire une analyse. Deuxième chose, passage de l'objectif au subjectif. Le bien, c'est la réalité qui existe, qui est le même pour tout le monde. Une personne humaine, c'est un bien pour tout le monde. Mais pour moi, ça devient une fin. Pas pour l'autre. Quand on se marie, eh bien l'autre est mon bien qui est ma fin. Mais ce n'est pas le bien d'un autre. C'est mon bien personnel. Donc, dans cet aspect subjectif de la fin, il y a un aspect objectif. Parce que c'est un bien. Mais ce n'est pas la subjectivité n'importe comment. Ce n'est pas une subjectivité artistique. Les goûts et les couleurs, on ne discute pas. Voyez, c'est une fin qui est objective. Passage de l'objet au sujet. Ce bien, il devient ma fin. Pourquoi il devient ma fin? Parce que je suis là. Et que c'est le bien que je choisis qui m'attire. Voyez, passage de l'objet au sujet. Mais avec quelque chose de très objectif, parce que c'est le bien qui donne son objectivité au sujet. Je ne cours pas après une chimère. C'est un bien. Et là, c'est pareil dans l'activité artistique, pour ne pas courir après une chimère, un bien que je pense, il faut que je regarde la fattibilité. Est-ce que c'est faisable? Pour pas que ça soit impossible, irréalisable. Voyez? Donc, premier passage du raisonnement pour découvrir la nature du bien. Pour découvrir la nature du bien. Ce bien, il finalise mon activité. Ah, ben tiens, on avait dit le bonheur, c'est ce que tout le monde recherche. Ah, alors ça veut dire que le bonheur est une fin. Et une fin ultime, dernière, au-delà de laquelle je ne recherche plus rien. Une fois que je suis heureux, je cherche à maintenir dans le bonheur, mais je ne cherche pas un autre bonheur. Alors, la deuxième étape, c'est justement celle-là, c'est le passage de la fin à la fin dernière. Alors, je vous lis le passage. Et puis on va le reprendre comme on a fait là. Puisque les fins sont manifestement multiples, vous voyez dans l'art, la santé, la victoire, et même de ce côté-là, ils vont se marier, il y en a d'autres qui sont déjà mariés, voilà, et les fins les biens sont très différents, c'est d'autres personnes humaines, ça n'a rien à voir. Alors, puisque les fins sont manifestement multiples, est-ce que le bonheur, il va être un ou multiple? Il va être un ou multiple, le bonheur? Multiple. Ah, on va voir. On va voir. Puisque les fins sont manifestement multiples, et nous choisissons certaines d'entre elles, par exemple la richesse, les flûtes, instruments de musique, et en général les instruments, ont vu d'autres choses. Si je choisis un instrument, c'est déjà une fin de choisir. Je choisirais la flûte la meilleure, si on veut jouer. Pourtant, je choisis cet instrument. Et déjà, choisir un instrument, ça finalise déjà une partie de mon activité. Il faut que j'aille voir les magasins, il faut que j'essaye, il faut que en fonction de ce que je veux jouer, il faut que je regarde quelle est la flûte la plus adaptée. Enfin, c'est déjà, ça finalise une partie de mon activité, mais pas totalement. Alors ce bien, je le choisis en vue d'un autre. Donc c'est pas un bien, ça peut pas être le bonheur, parce que le bonheur il est absolu, je peux pas choisir un autre. Mais l'instrument, c'est déjà le moyen. Oui, c'est un moyen. C'est ça, exactement, c'est un moyen. Alors, en vue d'autre chose, voilà, c'est exactement ce que veut dire Aristote. Nous choisissons certaines d'entre elles, des fins, en vue d'autre chose, c'est ce qu'on appelle un moyen. Un moyen, c'est une fin, parce que ça finalise déjà une partie de mon activité, mais c'est pas complet. C'est en vue d'autre chose, c'est un moyen. Il est clair que ce ne sont pas là des fins parfaites, puisqu'elles sont en vue d'autre chose, elles sont relatives. Elles ne sont pas absolues. Ce qui est relatif et second est dépendant. Ce qui est absolu n'est pas dépendant. Alors ce moyen que je choisis, en vue d'autre chose, il n'est pas absolu, il n'est pas parfait. Alors que le souverain bien, le bonheur, est de toute évidence quelque chose de parfait. Il en résulte que s'il y a une seule chose qui soit une fin parfaite, elle sera le bien que nous cherchons.
Et s'il y en a plusieurs, un bonheur ou plusieurs, ce sera la plus parfaite d'entre elles. Or, ce qui est digne d'être poursuivi par soi, nous le nommons plus parfait que ce qui est poursuivi pour autre chose. Et ce qui n'est jamais désirable en vue d'une autre chose, nous le déclarons plus parfait que les choses qui sont désirables à la fois par elles-mêmes et pour une autre chose, un moyen. Et nous appelons parfait au sens absolu ce qui est toujours désirable en soi-même et n'est jamais en vue d'autre chose. Le bonheur semble bien être au suprême degré une fin de ce genre. Ce n'est pas un moyen de bonheur. Car nous le choisissons toujours pour lui-même et jamais en vue d'autre chose. Au contraire, l'honneur, le plaisir, l'intelligence ou toute vertu quelconque sont des biens que nous choisissons assurément pour eux-mêmes, puisque même si aucun avantage n'en découlait pour nous, nous les choisirions encore. Nous les choisissons aussi en vue du bonheur, car c'est par leur intermédiaire que nous pensons devenir heureux. Vous voyez, les autres biens qui sont recherchés, comme la richesse, la gloire, etc., pourquoi on les recherche? C'est pour être heureux. Donc, ce n'est pas un bien absolu. Ce n'est pas un bien absolu, parce que c'est recherché en vue d'un autre. Oui, ce qu'on recherche, c'est quelle est la nature du bonheur? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Est-ce qu'il est multiple? C'est-à-dire ça dépend de chacun? Ou est-ce qu'il y a un bonheur qui est le même pour tous? Est-ce qu'on peut savoir quand on est heureux? Est-ce qu'on peut savoir? Quand on est heureux? Ah bah oui. Oui, Oui, on est heureux quand on ne recherche plus un autre bien. On a atteint le bien qu'on voulait et on se repose dans ce bien quand on est uni au bien qu'on aime. Voyez? Et donc on ne recherche plus. On connaît un bonheur qui est relatif, hein, c'est pas un bonheur absolu, hein, mais c'est déjà le bonheur le plus élevé qu'on puisse connaître. Voyez? Parce qu'on ne recherche pas d'autre bien au-delà de celui-là. Je peux intervenir, excusez-moi. Alors, quand le bonheur, c'est, par exemple, je désire me marier avec une personne, je me marie, c'est le bonheur, voilà. Mais après, il peut y avoir aussi le désir d'avoir des enfants, il y a quelque chose encore en plus. Oui, mais ça, ce n'est plus le bonheur, c'est un fruit. Un fruit, c'est une conséquence, voyez. Et donc, une conséquence, c'est moins que l'absolu. Qu'est-ce qui est... Si j'ai des enfants, ça va peut-être augmenter mon bonheur, ça c'est sûr. Hein? Mais c'est pas sûr. C'est l'amour des conjoints qui fait le bonheur. Voyez, qui est des fruits ou qui n'en est pas, on peut être quand même heureux même si on n'a pas d'enfant. Alors, je continue, donc, puisque même si nous les choisissons aussi en vue du bonheur, donc, vous vous rappelez les catégories hein, que Aristote avait découvert en faisant l'enquête dans l'ensemble des gens, il demandait, mais pour vous, c'est quoi le bonheur? Alors, pour les uns, c'est la richesse, le plaisir plutôt, pour d'autres, c'est la gloire, et pour d'autres, la contemplation. Alors, il reprend en disant, on les choisit en vue du bonheur. Alors, il faut se poser la question. Le plaisir, on le choisit en vue d'être heureux, oui, ça c'est sûr. La gloire, en vue d'être heureux, on pense être heureux à travers la gloire. La contemplation, on va voir, c'est différent. La contemplation, c'est le bonheur. C'est pas en vue d'être heureux. Ça donne le bonheur directement. Car c'est par leur intermédiaire que nous pensons devenir heureux. Par contre, le bonheur n'est jamais choisi en vue de ses biens, ni d'une manière générale, en vue d'autre chose que lui-même. Alors, le second passage qu'Aristote fait, une fois qu'on est passé du bien à la fin, on recherche, est-ce que cette fin, elle est, comment dirais-je, est-ce qu'elle est, par rapport au bonheur, est-ce qu'elle est ultime? Cette fin. Le bonheur, c'est ce que tout le monde recherche. Et quand on est heureux, on ne cherche pas un autre bien. C'est un bien ultime, ce bonheur. Hein? C'est le bien qui est recherché pour lui-même, non en vue d'un autre bien. On peut rechercher d'autres biens, mais
les autres biens qu'on recherche en dehors du bonheur ne nous rendent pas plus heureux. Ça construit, ça consolide, ça permet de rester dans le bonheur. Vous voyez, j'aime une belle voiture, alors j'achète une belle voiture. Quand vous parlez de ça, c'est on va dire des petits bonheurs, on n'est jamais rassasié, c'est pas Voilà, la c'est béatitude. Voilà, exactement. C'est des petits biens qu'on choisit, qui m'apportent un petit bonheur, mais qui n'est pas vraiment le bonheur. Le bonheur, c'est vraiment le bien ultime et dernier, vous voyez, qui n'est pas en vue d'autre chose. Alors si je choisis d'autres biens, ça m'apporte une satisfaction, mais ce n'est pas absolu. Hein? Alors, parmi les fins, celle qui sera le bonheur, ça sera la fin qui est dernière. Donc ça ne peut pas être un moyen. Un moyen n'est pas, c'est un bien que je choisis et qui finalise mon activité. Hein, dans l'art, je choisis une matière pour faire un meuble. Et donc ça finalise mon activité de trouver le bon bois, le bon instrument qui va me permettre de faire ce que je veux réaliser. Mais ce n'est pas la fin ultime, parce que c'est en vue de l'œuvre. Eh bien, pareil, de l'autre côté, ici, dans le bien qui m'attire, que j'aime, est-ce qu'il y a des biens intermédiaires? Oui, il y a des biens intermédiaires. La personne qui m'attire, le bien intermédiaire, c'est que je vais la rencontrer. Je vais faire des activités avec la personne que j'aime, pour la connaître mieux, pour s'harmoniser, et puis pour se choisir mutuellement à un moment donné. Vous voyez, il faut qu'il y ait un amour réciproque pour qu'il y ait un nœud dans l'amour qui se fasse. Et un amour réciproque qui soit connu. Si ce n'est pas connu, je t'aime, tu m'aimes, mais je ne le sais pas. Il n'y a pas de nœud. Vous voyez, il y a des étapes, des intermédiaires qui sont des biens, mais qui ne sont pas des biens ultimes. Le bien ultime, c'est le bonheur. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Oui. nous donner dans cette catégorie un autre exemple qu'un couple? Alors, Non, mais c'est pas... oui, tout à fait, mais sauf que ici, le bien que je désire et que j'aime, ultimement, en dehors de Dieu et de la personne humaine, c'est les deux biens que je choisis pour eux-mêmes et qui ne sont pas en vue d'un autre. C'est pour ça que je prends celui-là, parce qu'il nous est plus que naturel. On est en philosophie, donc pour le moment, on ne parle pas du bon Dieu, hein, parce qu'on n'a pas encore découvert. Hein. Donc on parle de l'expérience qu'on a. Et l'expérience qu'on a, c'est l'amour d'une personne, qui est le bien qui n'est pas recherché en vue d'un autre. Une fois que je suis uni à la personne que j'aime et que c'est réciproque, je ne recherche pas d'autre personne. Je suis dans ma fin. C'est l'expérience la plus parfaite. Oui, c'est ça. Et les enfants? L'amour. Les enfants, c'est les conséquences. Voilà. C'est pas ce qui est recherché. Vous voyez, c'est pas ce qui est recherché en premier lieu. Ce qui est recherché en premier lieu, c'est l'amour des conjoints. Et puis, il y a des enfants, il n'y en a pas. Mais voilà. C'est l'amour des conjoints, ça oui. Parce que ça existe. Voilà. Alors, donc, vous avez le premier passage du bien à la fin. Deuxième passage, en se servant de différents biens qui existent et qui finalisent mes activités, il y en a un qui finalise tout. C'est exactement dans l'art, c'est la même chose. Vous voyez, un architecte, il va se servir du maçon, du charpentier, du chauffagiste, de l'électricien, tout ça, qui sont, donc chacun, ils ont leur activité, mais qui ne sont pas ultimes. L'ultime, c'est la maison complète, c'est l'architecte. C'est pour ça qu'il est archi en grec, c'est principe. Principe, techné, la technique, principe de toutes les techniques, l'architecte. Hein. C'est-à-dire, il va agencer tous les corps de métier, hein, pour arriver au produit fini, à la maison. Voilà, au chef-d'œuvre. Hein. Alors, donc, deuxième passage, deuxième partie du raisonnement. Donc, le bien peut devenir fin, ce qui motive mon activité, mais parmi tous les biens qui motivent mon activité, il y en a un qui est ultime. Et sûrement, ça sera le bonheur, parce que c'est ce qui est recherché pour lui-même. Ça ne me dit pas qu'est-ce que c'est, la nature de ce bonheur. On a découvert que le bonheur était principe de toutes mes activités, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Ce n'est pas suffisant. On a déjà pas mal progressé, hein, parce qu'on a trouvé une cause.
Et quand on a une cause, on peut faire une analyse, parce qu'il y a des effets. Et il y a un lien de nécessité entre la cause et l'effet. La personne que j'aime, elle cause quoi? Elle cause un amour en moi. Un passage du bien à la fin. Cette personne est un bien, cette personne est un bien qui devient ma fin, je la choisis. J'ai l'intention, c'est l'intention avant le choix, hein, c'est l'intention qu'elle devienne ma fin. Je progresse, puis à un moment donné, le choix est mûr. Parce que je vois, vous voyez, entre l'intention et la fin, je veux que cette personne devienne l'orientation de ma vie, parce que je l'aime. Avant de la choisir, il faut que je vérifie si c'est réciproque. Parce que je ne peux pas la choisir si ce n'est pas réciproque. Donc c'est un autre acte, une autre étape. Et quand c'est choisi, ça ne suffit pas. Il faut se jeter à l'eau. Il faut se jeter à l'eau. C'est-à-dire qu'il faut faire vie commune. Voilà. Alors, Les joies de la vie commune. la troisième étape du raisonnement, c'est quoi? Je vous lis. Et puis on va s'arrêter. On peut se rendre compte encore qu'en partant de la notion de suffisance, on arrive à la même conclusion. Le bien parfait semble en effet se suffire à lui-même. Et par ce qui se suffit à soi-même, nous entendons non pas ce qui suffit à un seul homme menant une vie solitaire, mais aussi à ses parents, ses enfants, sa femme, ses amis, ses concitoyens en général, puisque l'homme est par nature un être politique. Mais à cette énumération, il faut apporter quelques limites, car si on l'étend aux grands-parents, aux descendants et aux amis et nos amis, on ira à l'infini. Mais nous devons réserver cet examen pour une autre occasion. En ce qui concerne le fait de suffire à soi-même, voici quelle est notre position. C'est ce qui, pris à part de tout le reste, rend la vie désirable et n'ayant besoin de rien d'autre. Or, tel est, à notre sentiment, le caractère du bonheur. C'est suffisant. Vous voyez? Donc ça, c'est un complément au raisonnement qui a été fait. On a découvert que le bonheur, c'était la fin dernière, et cette fin dernière, elle a un caractère universel. Tout le monde recherche le bonheur. Donc, ce caractère universel, c'est que le bonheur finalise toute l'activité de l'homme. De tous les hommes, sans exception. Ça ne nous dit pas encore quelle est la nature du bonheur. Alors la prochaine fois, nous entrerons dans cette recherche que fait Aristote pour essayer de découvrir quelle est la nature de ce bonheur. Mais déjà, on a bien avancé parce qu'on a dit, c'est pas n'importe quoi, c'est le bien qui n'est pas désiré en vue d'un autre, c'est un bien absolu, qui est cause de toute mon activité et qui est universel. Tout le monde recherche le bien, le bonheur. Tout le monde recherche le bonheur. Et c'est suffisant. Voilà. Prochaine fois, eh bien, nous regarderons si Aristote est capable, il va montrer que effectivement, ce bonheur, il est analogique, puisque le bonheur, c'est un bien, et qu'on a une connaissance analogique du bien, le bonheur, il est analogique. Mais c'est le même pour tout le monde. D'un côté, c'est le même pour tout le monde, de l'autre côté, il est divers. Vous comprenez, l'amour humain, c'est le même pour tout le monde, parce qu'on a la même nature humaine. C'est toujours l'amour entre deux personnes humaines, mais c'est divers. C'est divers pour chaque couple, par exemple. Ça peut être aussi une Ça, vous voyez, l'analogie. amitié humaine. Hein, il y a la vie du couple, il y a aussi l'amitié humaine. Oui, bien sûr, mais c'est pas tout à fait. On verra. Hein, le bonheur absolu. Ouais. Non, on verra. Il y a deux types de bonheur absolu. Hein. Mais en tout cas, pour le moment, vous voyez que le bien étant analogique, on a une connaissance analogique du bonheur. C'est-à-dire, c'est le même pour tout le monde parce qu'on a tous la même nature humaine. Mais pour chaque bonheur, il y a une diversité. C'est pas le même. Et c'est par ce chemin-là qu'il va montrer l'existence de Dieu? Non. Non, pas du tout. Non, parce que, vous voyez, pour découvrir l'existence de Dieu, il faut passer par une voie scientifique qui me permet de l'atteindre. Or, l'amour en Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je connais l'expérience de l'amour humain, mais en Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, si j'ai un regard philosophique sur l'être,
si j'arrive à découvrir quels sont les principes de l'être, alors par là, il y a un point commun entre moi et Dieu, parce que Dieu existe. Voyez? Et donc je peux rejoindre son existence par le point de vue de l'être. Si je vais découvrir que les principes de l'être, ils sont imparfaits. Ce sont de vrais principes, c'est-à-dire il n'y a rien au-delà, mais ils sont imparfaits. Alors je dois me poser une question, est-ce qu'il existe un être où les principes soient parfaits? Vous voyez, c'est l'ouverture vers un absolu. Ça ne veut pas dire qu'il existe, hein, mais je dois me poser la question. Ça c'est sûr, le philosophe se posera la question. Et il va découvrir, c'est possible de découvrir l'existence sans faire appel aux Écritures ni à la foi. On peut découvrir qu'il existe un être premier, absolument parfait. Mais ce n'est pas cette voie de l'éthique, hein, parce que dans l'éthique, on a un devenir. Et pour découvrir celui qui est absolu, qui est au-delà du devenir, on ne peut pas. Le devenir ne peut pas rejoindre l'absolu. Voyez. Il faut dès le départ toucher quelque chose qui est au-delà du devenir, comme l'être. L'être ne devient pas l'être. Vous êtes un être en devenir, mais vous êtes un être. Il y a quelque chose en vous qui demeure, c'est la personne. C'est âme et corps. La structure, vous voyez, quand vous étiez conçu, eh bien, vous étiez déjà corps et âme, et puis vous restez jusqu'à la mort. Ça, c'est la structure, et l'aspect un peu formel de votre personne qui demeure et qui ne change pas. Il y a un être qui n'est pas en devenir en nous. Votre âme. Le corps, il devient, mais pas l'âme. Les facultés de l'âme, oui, elles deviennent. Ça, c'est compliqué, hein. C'est intelligence et volonté, vous voyez. On peut progresser dans la recherche de la vérité, dans l'amour. Ça, c'est les facultés de l'âme. Et l'âme, elle demeure toujours la même. C'est ça qui est créé. Mais ça, on peut montrer en philosophie que chaque personne humaine a une âme, sans faire appel à la foi, ni aux Écritures, ni à rien. Au plan strictement philosophique, on peut montrer que chaque personne humaine a un principe de vie et d'être que les traditions religieuses appellent l'âme. On le fera, hein, parce que ça fait partie du cheminement d'Aristote. Hein. Mais on commence d'abord à connaître la personne humaine par ses activités extérieures, parce que c'est objectif. On ne peut pas commencer l'analyse de la personne humaine par la pensée, par l'amour intérieur, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. On ne peut pas, parce que chez chacun, vous voyez, c'est différent, et puis on prend les choses objectives. Après, on va regarder un peu plus à l'intérieur de la personne humaine, mais d'abord par une approche. Vous voyez, le passage du bien à la fin, c'est quelque chose d'objectif. Pourtant, c'est subjectif. C'est une fin pour moi, mais pas pour un autre. Une personne que je choisis, mais l'autre ne l'a pas choisie. Et il y a quelque chose d'objectif, parce que le bien que je choisis, il existe. C'est ça l'objectif. Bon, prochaine fois, alors, on entre un peu plus avant dans la nature du bonheur. Et vous allez voir qu'en découvrant la nature du bonheur, on va être amené à faire une autre recherche. Jusqu'au bout. Voilà. Voilà, j'espère que ça a été un peu plus clair cette fois. Oui. C'est quelle référence d'Aristote, mon père? Comment? C'est quelle référence chez Aristote, ce que vous êtes en train de dire? Ça, c'est le chapitre 1. Le livre 1. Livre 1, chapitre 5. 4-5.